Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Dans un contexte régional et international très mouvementé, la guerre russo-ukrainienne a accéléré le mouvement mondial vers les énergies renouvelables. La crise énergétique actuelle a provoqué un choc d'une ampleur et d'une complexité sans précédent. Les plus fortes secousses ont été ressenties sur les marchés du gaz naturel, du charbon et de l'électricité, avec les turbulences importantes sur les marchés pétroliers. Au milieu de préoccupations géopolitiques et économiques, les marchés de l'énergie restent extrêmement vulnérables et la crise rappelle la fragilité et la non-durabilité du système énergétique mondial actuel. Du 29 février au 2 mars, Alger a accueilli le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, qui a vu la participation des dirigeants de Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, a appelé à renforcer le dialogue et la coopération entre les pays membres d'une part et entre les exportateurs et les importateurs d'autre part, en vue de garantir les approvisionnements en gaz et la stabilité du marché mondial. Les 12 membres permanents, l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité et Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Et 7 membres observateurs, l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérou. En attendant l'adhésion officielle du Sénégal en tant que membre observateur après la validation de sa demande d'adhésion par la réunion ministérielle extraordinaire du Forum. M. Tebboune semble avoir tourné la page de la non-adhésion de l'Algérie à l'alliance des BRICS. Rappelons que l'Algérie s'est classée comme deuxième pays exportateur de gaz naturel par gazoduc vers l'Union européenne en 2023. Selon le rapport mensuel du Forum des pays exportateurs de gaz pour le mois de janvier, il indique qu'en 2023, l'Algérie a fourni 19% du gaz naturel exporté par gazoduc vers l'Union européenne, se classant ainsi juste derrière la Norvège, qui occupe la première place en la matière avec une part de marché de 54%, alors que la Russie s'est classée à la 3e place avec une part de 17%. L'Algérie dispose d'un gazoduc la ralliant avec l'Italie et un autre avec l'Espagne, tandis que la Norvège dispose de 6 pipelines. L'Algérie a produit 102 milliards mètres cubes de gaz en 2022, dont 50 milliards mètres cubes destinés à l'exportation et le reste à la consommation locale. Les observateurs s'accordent à situer le plus grand échec de l'Algérie de ces 20 dernières années dans son incapacité à s'affranchir de sa dépendance chronique aux hydrocarbures et d'avoir même mis en péril ce secteur vital qui a connu un désinvestissement tirant fatalement la production vers le bas. L'Algérie est appelée à mener des réformes structurelles, améliorer son climat des affaires, attirer des investissements et bâtir une véritable économie diversifiée et créatrice de richesses. S'il y avait ouverture politique et de meilleures lois avaient été mises en place, au moins dans le secteur énergétique, l'Algérie serait aujourd'hui en position de tirer davantage de dividendes de la conjoncture en livrant par exemple des quantités supplémentaires de gaz que réclame l'Europe. Si l'agriculture avait été développée, le pays n'en serait pas à calculer ses pertes et profits à cause de la flambée concomitante à celle du pétrole, des produits alimentaires de base qu'elle importe toujours en quantité. L'Algérie, qui cherche à se placer comme un acteur mondial incontournable dans l'approvisionnement du marché gazier, a-t-il les moyens et une vision pour ça? D'autre part, l'Algérie fait face au défi de l'épuisement de ses réserves en pétrole et en gaz. La diminution de ses capacités d'exportation met sous tension les finances publiques dans notre pays et pourrait à terme remettre en cause le financement de son État social. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro.
Sommet des pays exportateurs de gaz, l'Algérie navigue à vue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Hiresh, qui est économiste, analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à votre équipe, à tous les téléspectateurs. Merci, Dr Hassan Hiresh. On aura aussi le plaisir d'accueillir Lias Djbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser pour votre invitation. Et je salue mon ami Hassan et toute l'équipe de Maralebia qui assure la transmission de ce live. Merci à vous. Merci beaucoup, Lias Djbaili. On a aussi le plaisir d'accueillir Azdine Toumi depuis Alger. Azdine Toumi, rappelons, il est militant politique. Azdine Toumi est avec nous par téléphone. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Azdine Toumi. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir, Cheikh Hiresh. Bonsoir, Djbaili. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Très bien. Azdine Toumi, merci beaucoup. On va commencer cette émission avec vous, Hassan Hiresh. Avant de vous donner la parole, on va écouter donc la déclaration de Al-Majid Tebboune par rapport donc à ce sommet des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu à Alger. On l'écoute. الحمد لله كلنا بالنجاح بفضل كل شركوه وبفضل الأسرة الإعلامية كذلك. شكرا لكم. Donc on a entendu Al-Majid Tebboune qui a qualifié donc ce forum des pays exportateurs qui a été donc organisé à Alger comme étant un sommet qui a réussi, un sommet donc qui a succédé par rapport donc à sa mission, si on peut dire. Hassan Hiresh, comment peut-on qualifier donc ce sommet? Comment peut-on l'analyser en termes donc de politique énergétique, surtout par rapport à notre pays? Hassan Hiresh, votre réaction? Pas de bonne qualité. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la réunion des pays producteurs de gaz à Alger, avec un certain nombre d'observateurs, notamment africains, je pense très honnêtement que l'Algérie a réussi un coup, même si évidemment ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais le fait que pendant une crise énergétique qui reste encore aiguë, parce qu'on sait très bien que les hydrocarbures, particulièrement le gaz, est devenu non seulement un facteur de développement, un facteur indispensable pour l'énergie et pour la production industrielle, mais c'est aussi devenu une arme politique, une arme géopolitique, suite, comme vous l'avez si bien dit dans votre éditorial, dont je vous félicite, suite donc à la guerre russo-ukrainienne. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, nos voisins européens se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile et dans une ambiguïté politique et géopolitique extrêmement délicate, dans la mesure où acheter du gaz à la Russie, c'est renforcer son arsenal financier, donc militaire, avec des investissements que nous avons vus extrêmement importants dans l'économie de guerre. Et puis, s'en dispenser est extrêmement difficile parce que il n'avait pas prévu cette occupation de l'Ukraine, et donc ils n'avaient pas anticipé et n'ont pas recherché d'autres marchés, n'ont pas diversifié leurs marchés, ce qui évidemment a rendu extrêmement difficile leur position. Et on a vu qu'ils se sont tournés essentiellement vers le Qatar, les États-Unis, mais aussi
de façon considérable vers l'Algérie, notamment les pays de l'Europe du Sud et l'Allemagne qui malheureusement est un peu, comment dire, coupée de notre énergie parce que les gazoducs que nous avons vers l'Espagne et l'Italie ne suffisent pas déjà à alimenter les pays concernés et à plus forte raison alimenter d'autres pays européens. Donc l'Algérie n'était pas non plus prête dans la mesure où elle n'avait pas anticipé pour augmenter sa production. Elle est en train de le faire, il faut quand même le souligner. Et il y a eu aussi le gazoduc vers l'Espagne qui passait par le Maroc qui a été fermé pour des raisons de voisinage avec le Maroc complètement, je veux dire, pourri. Et pour des raisons que l'on connaît, pour des raisons légitimes, je veux dire, c'est la question quand même du Sahara occidental qui n'est pas réglée et dont le Maroc voulait absolument s'en emparer. Donc là, on ne revient pas là-dessus, ce n'est pas le sujet ce soir. Mais je pense très honnêtement économiquement, Hassan Hirsch, oui. est-ce que, parce que la question, je l'ai posée aussi à un expert en énergie, est-ce que aussi l'arrêt de si on peut dire, gazoduc qui passe par le Maroc était une erreur à un moment où l'Algérie avait besoin d'augmenter sa production, ou on peut dire ses exportations vers l'Europe. On a vu des conflits comme la Russie avec l'Ukraine. La Russie n'a pas arrêté donc ses exportations de gaz dans les pays comme l'Allemagne ou même l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur stratégique pour notre pays, surtout quand on essaie d'analyser donc cette politique énergétique de l'Algérie? C'est une bonne question. Je crois qu'il faut sortir de la radicalité. Moi, personnellement, en tant qu'économiste, j'estime que ce n'est pas une bonne décision. Ça me semble absolument clair, même si on est dans une rupture diplomatique quand même assez aiguë avec notre voisin. Il faut toujours garder un certain nombre de cartes pour pouvoir reprendre le moment venu des discussions, pour pouvoir régler nos différends. Je pense que rien n'est insurmontable dans la vie et puis il ne faut jamais raisonner dans l'immédiateté. Il faut toujours voir 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. L'Algérie d'aujourd'hui ne sera pas celle de 2050 et le Maroc non plus. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne décision de couper ce gazoduc dans la mesure où on ne sait pas d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sert en tout cas à approvisionner le Maroc par le gaz espagnol. Or, l'Espagne ne produit pas de gaz. Donc, est-ce que dans le mix de l'énergie gazière envoyée au Maroc, il y a du gaz algérien? C'est vraiment la question qu'il va falloir poser quand même à nos dirigeants et ça me semble une question d'importance. Très bien. Restez avec nous, Dr Hassan Hirsch. Ilyas Djbaili, on a entendu Al-Majid Tebboune qualifier donc ce sommet d'une réussite. Bien sûr, on a vu des personnalités politiques comme l'émir du Qatar, le président iranien, le président même irakien et d'autres personnalités politiques. La question qui s'est posée, la Russie est un pays exportateur de gaz et l'un des premiers producteurs de gaz, si on peut dire, a été représenté seulement par son ministre d'énergie. Comment peut-on lire, d'après vous, donc, cette représentation de la Russie dans ce sommet d'Alger? Merci Nasser. Tout d'abord, en fait, il faut savoir que le facteur géopolitique a toujours pesé et pèsera toujours sur le secteur gazier. Donc, revenons au sommet d'Alger, oui, c'est une reconnaissance de l'Algérie en tant que puissance productrice gazière,
parce que l'Algérie est un pays plus gazier que pétrolier, ça c'est évident. Donc, elle a des ressources mondialement prouvées. Maintenant, comment utiliser ce sommet, en tout cas pour notre pays? Il faut savoir que la redistribution des richesses concerne le citoyen, Nasser. Quand on parle d'économie, c'est le plus important, c'est le citoyen algérien. Est-ce que le citoyen algérien va profiter de ces richesses, de ces richesses? Certes, il y a une reconnaissance, c'est un grand sommet, on a vu de belles images, mais quand vous produisez du gaz et 54% de votre production qui est produite, elle va à la consommation intérieure ou interne. Ça veut dire que vous n'êtes pas au même titre d'égalité que les autres pays comme le Qatar. Que le Qatar, il a une puissance, non seulement c'est une richesse prouvée, ses citoyens vivent de façon très décente, contrairement à l'Algérie. Sur le plan géopolitique, qu'est-ce que nous avons remarqué? Quoi? Nous avons remarqué des pays producteurs qui étaient présents. Monsieur Tebboune, en tant que chef d'État, les a reçus, mais il y avait des pays observateurs comme l'Angola. Moi, je me suis toujours posé la question sur l'Angola qui est pays observateur. Je pense que c'est voulu par ses soins, parce que peut-être l'Angola est un pays plus pétrolier que gazier. Mais nous avons remarqué l'absence de M. Poutine, président de la Fédération de Russie, la Russie étant un allié historique de l'Algérie, qui n'était pas présent, qui était représenté par, je veux dire, son ministre. Ça veut dire que l'impact géopolitique n'est pas en adéquation avec l'économie. Il y a quelque chose qui ne va pas. M. Tebboune aurait souhaité vivement que M. Poutine soit présent à Alger et faire des photos à Alger pour prouver que l'une des plus grandes puissances est du côté algérien. Malheureusement, je le dis, il y a une défaillance du côté politique, que le président de la Russie n'a pas été présent. Donc il y a d'autres explications. Ça veut dire il y a une adéquation, ça veut dire que Poutine a d'autres intérêts que ce sommet. C'est ça la question. Maintenant, M. Tebboune veut faire de ce sommet une grande image, une grande vitrine pour donner une reconnaissance de l'Algérie. Oui, c'est vrai, l'Algérie, c'est une méga reconnaissance pour l'Algérie. Mais est-ce que c'est une méga reconnaissance de la politique algérienne? Je crains que non. Surtout l'absence de M. Poutine, quand même, elle s'est fait cruellement sentir, parce que quand un pays comme la Russie est un grand pays producteur de gaz en dehors de l'OPEP, qui n'est pas présent, alors que tous les ministres, que tous les présidents, premiers ministres des grands pays, comme l'Irak, grande puissance pétrolière, comme l'Iran, grande puissance pétrolière et gazière qui étaient là, mais la Russie, qui est un allié historique sur lequel l'Algérie, elle s'appuie pour s'approvisionner en termes d'armement et tout, n'était pas présent. La question, on doit savoir pourquoi M. Poutine n'a pas répondu ou n'était pas présent. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas répondu à l'invitation. Pourquoi il n'était pas présent au sommet d'Alger? Voilà, c'est ça. Très bien. Il faut rappeler aussi, Lias Jubaili, qu'en visite en Russie, Ahmadji Tebboune avait qualifié même Poutine de l'ami de l'humanité, ce qui a fait, bien sûr, fait réagir Poutine en souriant. Mais je vais passer à notre ami Azdine Toumi à Alger. Azdine Toumi, la question qui a été posée par Lias Jubaili, qu'est-ce que ce sommet pourra apporter de plus à la vie des Algériens, surtout quand on parle bien sûr de la situation sociale, la situation économique qui est très difficile pour beaucoup d'Algériens. Des pans entiers ont basculé, si on peut dire, dans la précarité, parce que la vie est devenue chère, les produits sont de plus en plus chers. Qu'est-ce que ce sommet changera donc dans la vie des Algériens de tous les jours, Azdine Toumi? Pas grand-chose, et pas plus que les autres peuples de la majorité de ces pays qui dilapident les richesses
de leur pays pour se maintenir au régime. Mais c'est un autre, je reviendrai sur ça, mais j'aimerais d'abord revenir sur le contexte de ce forum. Et je pense que les enjeux pour le régime algérien sont certainement en relation d'abord avec les prix, contrairement à ce que pense la majorité des gens. En ce moment, les prix du gaz se sont effondrés depuis quelques temps déjà. Donc il y a cet enjeu, ça se répercute sur les recettes en devises de tous ces régimes-là, notamment le nôtre. Et puis il y a l'enjeu de ce gazoduc, fameux gazoduc qui part du Nigeria pour aller alimenter l'Europe, approvisionner l'Europe en gaz. Et c'est un enjeu très important pour notre pays d'abord. Et je pense que la présence du président sénégalais et la présence de la Mauritanie et du Nigeria, ces trois pays notamment qui sont importants dans ce projet parce que voilà, donc parce que d'abord si le projet va du côté de l'Atlantique, donc obligatoirement il va passer par les eaux territoriales du Sénégal et de la Mauritanie, et s'il passe par le Niger, d'ailleurs il y a eu un point de presse où il a été question avec le Nigeria et le Niger de la relance de ce projet via l'Algérie. Parce que le marché européen vaut mieux avoir le Nigeria comme étant un allié, se complémenter, de se partager ce marché amicalement, que de l'avoir comme concurrent avec la participation d'autres pays et des financements d'autres pays. Donc les enjeux ils sont là. Azdine Toumi, parce que ce que vous êtes en train de dire est très important. La question aussi, c'est l'Algérie, est-ce qu'elle a une vision à long terme quand vous parlez de tous ces projets qui sont stratégiques? Et là, on est dans la géopolitique aussi. On a vu que l'Algérie a des problèmes aussi avec des pays voisins. On a parlé de la question de la crise avec le Mali, le Niger, mais aussi d'autres pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vision par rapport donc à cette politique énergétique, Azdine Toumi? Il faut savoir une chose, c'est vital, toutes ces richesses, le gaz, le pétrole, ça constitue la colonne vertébrale des régimes, notamment le nôtre. Ils se maintiennent avec l'argent de la rente, tout en sachant on a une absence d'une économie forte, il n'y a pas d'industrialisation du pays. Il y a que ces richesses-là qui peuvent garantir des recettes. Et on sait très bien que ces régimes-là ne peuvent pas se maintenir, ne peuvent pas acheter la paix sociale, etc., sans toutes ces rentes-là. Donc c'est des secteurs sur lesquels ils investissent et ils mettent le paquet. Mais d'une manière générale, le gaz aujourd'hui, le gaz naturel, il est confronté d'abord à comment dirais-je, un défi qui est celui de la transition énergétique. C'est vrai que c'est une énergie moins polluante par rapport au charbon et au pétrole, mais elle peut être, justement, elle peut assurer cette transition vers l'énergie renouvelable, vers le solaire, etc. Mais pour le moment, il faut convaincre les investisseurs parce que il y a certaines organisations internationales dans l'énergie qui déconseillent des investissements dans cette énergie qui est quand même considérée comme étant un peu polluante. Voilà. Donc l'Algérie et tous ces autres pays qui ont des réserves, donc ils sont en train de chercher le moyen d'attirer les investisseurs, de les convaincre et parce que il y a toutes les études prédisent qu'il y aurait une augmentation de la demande et il y aurait aussi l'augmentation de la part dans le mix énergie, ce qu'on appelle le mix énergie. Donc aujourd'hui c'est 23%, il pourra augmenter. Après, donc nous qu'est-ce qu'on peut dire de nos réserves en gaz conventionnel? Je pense qu'on n'est pas un grand pays là, et dans le conventionnel. Donc le débat sur le gaz de schiste, forcément, on va revenir. Donc voilà, on est la troisième réserve mondiale avec toutes les voilà. Donc je pense que tous ces pays-là qui ont ces réserves importantes dans le gaz de schiste,
espèrent un jour avoir de nouvelles technologies entre leurs mains pour permettre d'exploiter le gaz de schiste sans toucher à l'environnement, sans prendre des risques. Donc voilà les enjeux qui sont actuels. Mais sinon, quand vous parlez de la vision qu'a ce pouvoir, le projet qu'il porte, il ne porte que son propre projet, c'est son maintien au pouvoir, il n'est pas dans l'autre, parce que même en termes de richesse, moi je pense que le régime a décidé de vendre à tout ce qui est vendable. On a vu tous les investissements qui ont été faits encore, est-ce qu'ils ont été faits ou pas, mais en tout cas, il y avait cette volonté d'aller vers l'exploitation des minerais, des terres rares, du phosphate, du fer, du pétrole, du gaz, etc. Donc parce qu'il n'y a pas un plan alternatif. Nous, on voudrait bien que notre pays, c'est une richesse sur laquelle il ne faut pas, bien sûr, on ne va pas dire non, il faut pas, donc il faut l'exploiter, cette richesse, mais il faut que l'argent profite au peuple. C'est la première question que vous m'avez posée. Donc, est-ce que l'argent de toutes ces richesses profite au peuple de ces pays-là? On voit au Nigeria, par exemple, un pays pétrolier gazier, on voit notamment dans les pays africains, que ce soit au Mozambique ou en Angola ou ailleurs où il y a des richesses, au Mali, au Niger, etc. On a vu qui profitent de toutes ces richesses, soit c'est les puissances étrangères, soit c'est les tyrans, soit les régimes internes qui se partagent le gâteau. Donc aujourd'hui, il y a un problème aussi de démocratie dans ces pays-là. Donc il y a la dilapidation de leurs richesses, soit elle se fait par des puissances étrangères, encore avec la complicité des régimes intérieurs, ou simplement par des mafias, des groupes d'intérêt, des Aïsaba, etc., qui s'approprient toutes ces richesses. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Vous avez donc parlé de la démocratie dans ces pays. Donc, on se rappelle du Hirak de 2019 qui a appelé donc à une ouverture politique, mais aussi au changement de système en Algérie. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, il a appelé donc dans ce cadre les entreprises européennes à investir davantage dans les technologies d'extraction et de production de gaz naturel et à mutualiser les risques et les coûts avec l'Algérie afin de tirer profit des expertises et connaissances des entreprises internationales. La question qui se pose, Azdine Toumi aussi vous avez touché, c'est comment donc attracter, si on peut dire, ces investisseurs et ces entreprises, sachant donc la situation de notre pays à l'interne, politiquement. Beaucoup voient en Algérie étant comme un pays instable. Hassan Hirsch, la question qui se pose aussi, la question politique est très importante par rapport à la question énergétique, Hassan Hirsch. Oui, tout à fait. Pour répondre directement à votre question, je dirais que quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que imaginons que l'Algérie ne dispose pas de gaz et de pétrole. D'un point de vue déjà économique, on serait un pays extrêmement pauvre et avec des difficultés sociales, je dirais encore beaucoup plus aiguës que ce que nous vivons aujourd'hui, et une dangerosité au niveau de la sécurité, au niveau de l'approvisionnement, au niveau des batailles qui pourraient se produire, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si le gaz et le pétrole n'étaient pas là pour justement garder un lien, notamment avec l'Europe, et qui permet justement d'avoir des relations beaucoup plus élargies, qui permet de discuter avec ces pays-là, qui sont nos voisins, etc. L'Algérie aurait pu être carrément la Corée du Nord. Donc, il est évident, je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre de la part de Azdine Toumi, qui est un des rares journalistes restés lucide, extrêmement intelligent et qui est un géopoliticien sans se le dire. Mais je pense très honnêtement que c'est un lien, comment dire, à la fois politique et géopolitique qui nous permet de rester en contact avec l'Europe, notamment l'Europe du Sud,
et particulièrement avec l'Italie, l'Espagne et la France où résident quand même entre 3 à 5 millions d'Algériens, toutes générations confondues. Donc, mais la question, Hassan Hirish, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Quand vous parlez de bonnes relations avec le voisinage, donc... J'ai pas dit bonnes relations. J'ai dit, mais on a des soucis, par exemple, avec l'Espagne. C'est vrai que l'Italie, pour l'instant, on a de bonnes relations parce que l'Algérie fournit beaucoup de gaz dans un moment où il y a une crise de l'énergie. Mais on a aussi des soucis avec, par exemple, l'Espagne, on a des soucis avec la France, alors que l'Algérie aurait pu jouer un rôle comme étant un pays pivot, mais pas comme le dit le régime algérien. Merci de justement vous relancer complètement mon raisonnement, dans la mesure où s'il n'y avait pas le gaz et le pétrole justement avec l'Espagne, je pense qu'on aurait coupé des relations de la même manière qu'avec le Maroc. Donc grâce justement à cette source d'énergie, il y a eu un lien ombilical qui a permis justement de garder un minimum de relations et on assiste d'ailleurs aujourd'hui à une reprise, même si elle est plus ou moins chaotique, mais en tout cas, ça nous a permis de garder un lien fort avec ce pays-là, de la même façon qu'avec la France. Non seulement il y a l'émigration, évidemment, mais aussi, grâce à cette énergie, il y a eu des relations qui ont pu quand même plus ou moins s'apaiser parce que, comme vous savez, c'est une relation en dents de scie, extrêmement impulsive des deux côtés du reste, parce qu'il y a le lobby OAS, le lobby Pieds Noirs en France qui ne voudrait pas qu'il y ait de vraies relations avec l'Algérie, de la même façon qu'il y a un lobby en Algérie radical, moyen-orientaliste qui ne veut pas non plus qu'il y ait de bonnes relations avec la France. Donc vous voyez, j'insiste sur le fait que sans justement cette énergie-là, sans doute que la relation avec l'Algérie serait complètement exécrable et on serait complètement coupé de ce continent à la fois démocratique, à la fois prospère et où vit une bonne partie de nos ressortissants. Cela dit, je voudrais revenir sur le point qu'a soulevé mon ami Elias Jubaili. C'est à propos de la venue de Poutine à Alger qui n'a pas pu se faire. Il faut rappeler que Poutine a été condamné par la CPI et depuis ce moment-là, il voyage très très peu, il n'est pas en sécurité. Il n'a même pas pu assister à la réunion des BRICS en Afrique du Sud, ce qui veut dire tout simplement, de mon point de vue, une lecture politique et géopolitique, c'est que l'Algérie tend l'oreille quand même à l'Occident, un Occident justement qui interdit à tous les pays de recevoir Poutine et qui leur demande même de l'arrêter en cas où il venait à voyager dans ces pays-là. Donc, il faut voir plutôt de ce point de vue-là comment le fait qu'il ne soit pas venu, c'est que, un, l'Algérie n'est pas un pays sûr pour Poutine, et deux, l'Algérie a donc une oreille attentive vis-à-vis de l'Occident. Très bien, restez avec nous. Surtout, peut-être, Hassan Hirish, après donc l'échec du BRICS. Elias Jubaili, bien sûr, quand on analyse les chiffres, la production de l'Algérie qui produit 102 milliards mètres cubes de gaz, et ça, ce chiffre a été avancé en 2022, dont 50 milliards mètres cubes donc destinés à l'exportation et le reste donc à la consommation locale. La question qui se pose bien sûr les spécialistes, est-ce que l'Algérie a les moyens, si on peut dire, et les quantités qu'il faut pour faire face donc à la demande qui n'arrête pas d'augmenter des pays européens? Vous savez, Nasser, un pays comme l'Algérie qui est un producteur de pétrole et de gaz, et j'insiste, il est plus gazier que pétrolier, a toujours besoin d'investissements. Quand vous voulez des investissements, soit des investissements publics, soit des investissements qui viennent de l'étranger. Tout d'abord, toute personne, toute entité qui se respecte dans une démocratie
quand on veut investir dans un pays, on doit étudier la situation politique, économique, sociale, géostratégique de ce pays. C'est-à-dire, vous prenez des grandes compagnies à l'international, comme la BP, la British Petroleum, elle ne va pas investir l'argent comme ça. Il y a des experts qui vont étudier la stabilité, ceci, cela. Alors, c'est-à-dire, il y a le lien entre le politique et l'économique. Parce que pour investir dans un pays, il faut avoir une stabilité politique. S'il n'y a pas de stabilité politique, on ne peut pas investir. Sachant qu'en Algérie, l'IDE, les investissements directs étrangers, n'ont jamais dépassé $1 milliard. Toutes les grandes compagnies françaises veulent investir en Algérie. Mais quand on veut investir en Algérie, ils doivent passer par des assurances. On assure les projets. Et l'assurance, en France, c'est connu, qui s'appelle la COFAS, qui se trouve à la Défense, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, et eux, ils notent. On note par A, B, C, c'est des cabinets qui affectent. Attention, si vous voulez investir dans un pays, vous prenez un risque A, B, C, ainsi de suite. Revenons au projet. Je ne veux pas remuer. Il faut que nos compatriotes qui nous suivent, il faut qu'ils comprennent. Le projet Algérie-Nigeria, il a commencé à prendre forme en 1980. En 1980, à Nassara, il faut le savoir. Le fameux. Il était censé le plus long gazoduc du monde, 4200 km à peu près, 4200 km. Sur les 4200 km, Azzeddine, il vient d'évoquer 3 pays importants, Mauritanie et Sénégal, ou le Niger, Nakmouhad ou le Sénégal. Mais le Sénégal, il est sorti de la CEDEAO. Le Niger n'a plus de relation avec le Nigeria. Comment vous voulez assurer ce projet alors il y a une défaillance de 3 pays? C'est pas possible. Parce que vous savez, Nasser, en économie, on n'est pas dans l'affect. Comme disent les Anglais, the business is casual. Le business, c'est-à-dire c'est réel, c'est la politique réelle. 3 pays qui se sont retirés. C'est-à-dire que le projet qui devait avoir lieu, impossible. Quand le PDG de la Sonatrach, M. Arakab, il a dit sur 4000 km de tronçons, il y a 1800 km qui ont été achevés. Donc le restant, 2000 km. Quand est-ce qu'ils ont été achevés? Quand est-ce qu'ils ont commencé? Je veux savoir, c'est un projet qui concerne mon pays, je veux savoir où va ce pays, où va ce projet. Est-ce que ce projet il est concrètement parlant? Si je suis la politique de l'extérieur algérienne, nous avons des problèmes avec le Mali. Donc le Mali a une défection. Le Mali il a été contourné autrement pour se retirer du projet. Le Niger, il a des problèmes aussi bien avec le Niger qu'avec le Nigeria. Le Burkina Faso aussi, quasiment, et le Sénégal aussi, qui n'a pas, dans la vision, elle n'est pas pro-algérienne. C'est la porte de l'Afrique de l'Ouest. Il faut étudier tout ça, Nasser. Donc forcément, ce projet, il risque de ne pas avoir lieu. Pourquoi il ne risque de ne pas avoir lieu? Parce que, il faut le financer. Qui va financer ce projet? L'Algérie. Et l'Algérie, elle cherche de l'argent pour investir. Vous venez chez moi, investissez, mais ramenez vos devises. Mais si vous avez une instabilité politique, je ne vais pas mettre mes sous dans votre pays, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi, Nasser? Ça veut dire que tout ça, c'est une question de politique. Une vision de politique, ça veut dire qu'il y a une instabilité politique, ça veut dire qu'il n'y a pas une vision politique, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Mais qu'est-ce démocratie? C'est-à-dire quand vous gagnez de l'argent, une entreprise qui a travaillé et veut, c'est-à-dire un transfert de ses devises à l'étranger, un étranger, je travaille dans votre pays, j'ai assuré et j'ai répondu à votre cahier de charge, laissez-moi de transférer mon argent, le fruit de mon travail à l'étranger. Ça, c'est pas possible. Donc tout ça, c'est une question de politique générale dès le départ, c'est la vision. Donc maintenant, pour vous dire que le gaz, on l'appelle le gaz bleu, c'est le bleu, ça veut dire qu'il fait partie aussi du mix énergétique. Pourquoi pas? Très bien. Mais aussi, il faut évaluer l'impact environnemental à Nasser. Si le gaz, on n'arrive pas à assumer, est-ce qu'ils vont essayer d'exploiter les gaz de schiste? Je serai le premier contre l'exploitation des gaz de schiste, parce que le gaz de schiste, il va falloir fracturer la roche. Pour fracturer la roche, il faut des quantités d'eau, pas possible. Il y en a une quantité d'eau, c'est-à-dire, demain, c'est quoi l'arme de votre pays? C'est l'eau. Si vous n'avez pas de rapatriement de l'Algérie, elle est dans le stress hydrique, absolument. Restez avec nous, Elias Djubaili. Azzdine Toumi,
Bien sûr, l'échec de l'Algérie par rapport donc à cette politique des hydrocarbures, c'est de diversifier son économie, sa politique donc économique, surtout après donc cette crise du gaz, l'augmentation des prix, on n'a pas pu profiter donc pour avoir une vision de diversification de notre économie. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Mais d'abord, je tiens à remercier Dr Hersh pour tous les compliments. Ça va droit au cœur. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que l'argent de ces richesses de gaz et de pétrole profite au peuple de ces pays-là? Et c'est pas, pour être plus précis, c'est pas en distribuant la rente, comme fait le régime algérien, via des allocations chômage, des augmentations comme ça, même si je suis pour que les salaires soient élevés, le pouvoir d'achat, pour contrecarrer la dégringolade du pouvoir d'achat, etc. Mais il faut que l'argent du gaz et du pétrole soit investi dans l'économie, dans l'industrialisation, dans l'agriculture à grande échelle, dans les technologies, les nouvelles technologies, dans le développement du pays, dans les infrastructures. Donc, il faut que cet argent soit investi. C'est pas comme ils le font. Et puis, l'IS a touché un point important. Quand il y a un manque de transparence, c'est ce qui, à mon sens, empêche la venue des investissements dans ce domaine-là, parce que tout ce qui entoure la gestion de ces richesses-là, dans l'exportation, la production du gaz, du pétrole, pas uniquement en Algérie, on voit une sorte d'opacité autour de cette gestion. Généralement, les peuples, les citoyens n'ont pas les bonnes informations et ne sont pas au courant de ce qui se passe, ni des revenus, ni des exportations, ni de la production. On n'a pas les chiffres. Des fois, ils donnent les chiffres qu'ils veulent, quand ils veulent. Donc, il y a un problème de transparence dans la gestion et puis il y a un problème de corruption. Tout passe par la corruption, par les dessous, les pots de vin, etc. Donc ça constitue un blocage dans l'investissement. Sinon, moi je suis pour que l'Algérie défende sa part de marché en Europe ou ailleurs, parce qu'en Europe, moi je suis convaincu qu'un jour le gaz russe va revenir. En Europe, la guerre va finir par des négociations, par après, parce que les Européens, c'est les économies, ils cherchent le gaz le moins cher, etc. Je pense d'abord ça. Et puis, même pour le Qatar, etc., ils ont une destination, le marché asiatique. C'est pas un marché pour l'Algérie. Le GNL, on n'est pas un grand exportateur de GNL avec nos 7 méthaniers face à plus de 50 méthaniers du Qatar ou des États-Unis, etc. On n'est pas les plus grands, même si aujourd'hui on exporte 12 millions de tonnes par an, ce qui est pas mal. Mais en tout cas, nous, on est relié à l'Europe avec des gazoducs. Donc le transport, c'est le gaz le moins cher, il est disponible, etc. Moi, je suis pour, mais à condition que les choses changent dans notre pays. Il faut que notre pays se développe. Il faut se développer d'abord sur le plan politique pour devenir une démocratie, un état de droit, pour que ces richesses dorénavant profitent au peuple, profitent aux citoyens, profitent au pays, aux générations qui vont venir, pas un régime qui utilise ces richesses pour se maintenir. Très bien. Azdin mais très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, des observateurs donc, ont fait la remarque pendant donc, la fin de ce forum, donc, du sommet qui s'est tenu à Alger. Pourquoi Majid Tebboune n'a pas parlé de la Palestine, de ce qui se passe en Palestine, alors que, par exemple, le président irakien, mais aussi le président iranien, ont mentionné ce qui se passe en Palestine. On écoute par exemple le président irakien. وإذا نستذكر نضال الشعب الجزائري نؤكد على دعمنا الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا جائرا، ونستنكر المحاولات الغاشمة لإبادته والتي تدور أمام أنظار العالم.
إن أمن واستقرار المنطقة بكاملها لن يتحقق من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Abdelmajid Tebboune a toujours parlé de la cause palestinienne, a toujours vu la cause palestinienne comme étant le fer de lance de sa diplomatie, de sa politique étrangère. Rappelons-nous de la phrase qui a tenu Abdelmajid Tebboune pendant le sommet des pays arabes à Alger. Il a parlé donc de la cause palestinienne. Laissez-la à moi, je m'en occupe. Il avait donc déclaré. Azdine Toumi, très rapidement, pourquoi donc Abdelmajid Tebboune n'a pas parlé de la Palestine, de ce qui se passe donc à Gaza? Très rapidement, Azdine Toumi. Non, c'est une autre preuve que le régime utilise cette question, d'autres questions pour la consommation populaire. Donc, réellement, elle ne fait pas partie de son agenda quotidien ou à la longue. Donc, occasionnellement, quand il faut parler de la Palestine, il parle de la Palestine pour la consommation, pour chauffer un petit peu et quand il parle d'autres choses, il parle d'autres choses. Et ça, ça relève de l'incohérence, encore un autre point négatif, un autre défaut de ce régime. C'est l'incohérence totale dans son discours, dans ses idées, dans sa manière de faire. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Très rapidement, Liass Jubaili, je vais laisser le mot de la fin, Dr Hassan Hirish, sur cette question. Liass Jubaili, très rapidement. On vous entend pas, Liass. Ah là, tfaddal, on vous entend. Ah oui, le régime choisit le timing. Donc le fait de choisir, de ne pas choisir la question palestinienne dans un forum, parce que le forum, il ne répond pas, il n'est pas là destiné à la consommation, comme disait tout à l'heure Azdine, à la consommation interne, à la consommation populaire. Le forum, il est destiné pour la vitrine internationale. Le forum, c'est quoi? C'est donner une image de l'Algérie sur le plan international. Reparler encore de la Palestine, non, en fait, il choisit ses timings. C'est plus pour la consommation intérieure. Ça veut dire aussi, c'est une vision qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Quand on veut prendre position, on la prend aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Voilà, si on a vraiment des convictions. Merci. Merci beaucoup, Liass Jubaili. Hassan Hirish, très rapidement, parce que le temps de l'émission, on a débordé un peu. Très rapidement, Hassan Hirish. Hassan Hirish, est-ce que vous êtes avec nous? Sur le gazoduc Nigeria-Europe, je pense que c'est tout à fait possible que le projet algérien puisse passer parce que le différend qu'il y a entre le Niger et l'Algérie n'est pas un différend vraiment insupportable. Je veux dire, on sait très bien que c'est l'ingérence des Émirats arabes unis qui ont fait qu'il y a eu cette crise algéro-nigérienne. Mais à partir du moment où il n'y a que le Niger à traverser, parce que le Niger a une frontière avec le Nigeria, et en fait ce gazoduc, c'est uniquement les trois pays, donc on n'a pas besoin, comme le Maroc aurait besoin d'une dizaine de pays pour faire passer le gazoduc par alors que le gazoduc par l'Algérie passerait du Nigeria au Niger vers l'Algérie. Voilà. Sinon, par rapport à votre question sur la Palestine, je pense très honnêtement, bien sûr, l'Algérie a toujours eu une politique à géométrie variable sur beaucoup de points, etc. Mais là, en l'occurrence, je pense que l'Algérie a été prudente et ne voulait pas que la cause palestinienne puisse faire capoter ce sommet qui est d'importance au niveau géopolitique et qui veut montrer que l'Algérie, justement, est un pays qui ne cherche pas à créer des difficultés avec ses partenaires, notamment avec les pays vers lesquels elle exporte son gaz. Merci beaucoup, Hassan Hirish. Je rappelle, vous êtes économiste, analyste politique. Merci d'avoir
participé dans cette émission. Merci aussi à Elias Jubaidi, ingénieur économiste, militant politique. Merci à Azdine Toumi. Vous étiez avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, donc militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha.